Bienvenue, Houria. Merci c'est Rachid. Houria Tazi Sadek. Oui. C'est votre nom de jeune fille. Oui. Voilà, donc c'est important de le préciser. Donc merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Je rappelle que vous êtes avocate Oui. et présidente de la coalition marocaine pour l'eau. Oui. Alors ma première question en fait c'est dans l'air du temps aussi. C'est pas On va se souhaiter bonne année quand même. Bonne année. Mais c'est justement, se souhaiter bonne et heureuse année. À nous-mêmes et à tous ceux qui vont regarder l'émission quand même. Complètement. Et puis en même temps, vous demandez, vous, est-ce que vous avez des attentes particulières pour cette année 2019 ? Quand on est femme, quand on est engagé, quand on est avocate, quand on est président de la coalition marocaine pour l'eau, est-ce qu'on a des attentes particulières pour cette nouvelle année ? La démocratie. La démocratie, c'est-à-dire ? Renforcement de la démocratie. La démocratisation au sens large ? Au sens large, au sens politique, en interne, dans les familles. Parce que en préparant l'émission, je suis allé parce que vous êtes aussi une femme ultra connectée. Vous êtes sur tous les réseaux sociaux. Vous avez votre page ultra Facebook. Non, mais pas mal. Oui, vous êtes connectée. J'ai une page Facebook. Voilà, oui. J'ai vu que en fait le 31 décembre au soir, vous avez souhaité la bonne année à tout le monde. Oui. Et en écrivant, soyez sur votre mur, soyez à la hauteur de ce que la vie nous offre. Voilà. Ouais, c'est-à-dire, Bien, écoutez, je pense que, j'ai toujours beaucoup de difficultés à parler de moi-même. En général, quand je suis dans des émissions comme la vôtre, j'ai une tendance à parler de ce que je fais ou de mes actions, des actions que je fais avec soit les membres de l'association, soit dans des cadres organisés, on va dire ça comme ça. Donc ce que je peux dire là comme ça, c'est que j'aime bien l'attitude positive. Vous savez... Vous êtes de nature positive, la positive attitude ? Positive sans être naïve, mais j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. C'est-à-dire en tout, il y a du positif et du négatif. J'essaye de mettre l'accent davantage sur le positif et en tirer ce que je peux en tirer. Vous êtes plutôt café au lait, c'est ça ? Ni café, ni lait Quand même pas. Non, pas fort, non. Non, je ne prends plus de lait. C'est vrai ? Ah oui. C'est que du café ? Un peu moins de café. Houria Tazi, donc, parce que je peux vous dire aussi que vous êtes une femme de gauche ? Oui, ça vous pouvez le dire, je l'assume et je le revendique. Vous êtes toujours une femme de gauche ? Dans mon cœur, pas en tant que membre d'un parti, mais je l'ai été et je ne le suis plus. Membre de l'USFP ? Mais oui, je suis très fière d'avoir fait partie de cette famille. J'ai toujours des approches et je respecte la philosophie et l'éducation que nous avons reçue dans ce parti, parce qu'il s'agissait aussi d'éducation politique. L'USFP vous a éduqué, Houria Tazi ? Politique, oui, sur le plan... Oui, ouais. Absolument. J'ai beaucoup appris. Je remercie tous ceux qui nous ont encadrés, les réunions. On avait des personnalités hors normes dans ce parti. Qui n'existe plus. Il n'y a plus de personnes hors normes dans ce parti aujourd'hui. Je ne sais plus qui est dans le parti. Je ne suis plus. En tout cas, le secrétaire général, c'est Driss El Achgar. Le secrétaire général, écoutez. Vous l'avez souhaité une bonne année, le secrétaire général ? Non, je n'ai plus de relation avec lui du tout. Il ne fait pas partie de vos amis, ni sur Facebook ? On n'a jamais été très amis. Non. Aucun contact avec l'USFP aujourd'hui ? Mais avec beaucoup de personnes de l'USFP qui étaient mes amis, je garde l'amitié de ces personnes. Il y a toujours des personnes très intéressantes dans ce parti, mais elles ne sont peut-être pas visibles, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des personnes aussi intéressantes dans d'autres partis politiques, y compris dans les partis politiques qui sont en responsabilité aujourd'hui ? Ma question est sous-tendue. Il y en a partout, vous savez, il y en a partout. Alors il y a les personnes et les personnalités avec leurs idées, leurs réalisations
Mais il y a aussi, est-ce qu'on est d'accord avec l'idéologie du parti? C'est deux choses que je distingue. D'accord, l'idéologie Donc, libérale. dans la mesure où moi, je suis pas contre le privé. On peut en parler si vous voulez. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, être de gauche ne signifie pas forcément être contre le privé. D'accord. Alors, il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Bon, mais évidemment... On peut être de gauche et en même temps être libéral. Mais évidemment, on parle dans ce cadre-là de responsabilité sociétale. C'est tout un débat aussi. Donc, on est d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, avec le désengagement des États, qu'est-ce que vous voulez? C'est le privé qui emploie. Mais privé, aussi, il y a un savoir-faire, il y a de l'innovation dans le privé. Moi, je le vois tous les jours dans le cadre de la question de l'eau, qui m'intéresse plus particulièrement. On ne peut pas dire que le privé est à bannir. Maintenant, évidemment, la question, c'est comment ce privé s'organise intra-entreprise et vis-à-vis de l'environnement, par rapport à l'éthique, par rapport, on va dire même les normes aujourd'hui. Les normes intègrent les questions de droits de l'homme, la responsabilité sociétale, protection etc. de l'environnement également. D'ailleurs, on va y revenir Évidemment. dans un second temps, Julia Tézi. Mais tout à l'heure, vous avez dit, moi, ce qui m'importe, c'est l'idéologie du parti. Non, j'ai pas dit. Non, je distingue entre les deux. C'est-à-dire, moi, les personnes des autres partis que je fréquente, je ne les fréquente pas parce qu'elles sont dans ce parti. Je les fréquente pour ce qu'elles sont, en tant qu'individus. Parce qu'elles représentent en tant qu'individus. Oui, alors donc, j'ai de très bons amis qui sont dans d'autres partis, mais je ne partage pas forcément l'ensemble de l'idéologie. Vous savez, dans tous les partis, excepté quelques-uns, il y a des idées intéressantes. Excepté quelques-uns, c'est-à-dire? Écoutez, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des amis au sein du Parti Justice et Développement, par exemple? Ben non. Ah, c'est hasard bizarre. ou coïncidence? Écoutez, ça ne s'est pas fait. Ils ne doivent pas m'apprécier non plus. Je ne sais pas. Non plus, c'est-à-dire que vous ne les appréciez pas non plus? Non, ce n'est pas que je ne les apprécie pas. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Mais par contre, évidemment que j'aimerais que cette question de la religion ne fasse pas partie de la politique. C'est mon point de vue. Je vous ai vu réagir aussi sur les réseaux sociaux suite à cette parlementaire du Parti Justice et Développement, justement, qui fait un peu le buzz ou le bad buzz, j'en sais rien, en tout cas, sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de commentaires. Et j'ai vu que vous avez commenté. En disant, voilà, Vous avez lu quoi? Oui, déjà, qu'elle doit assumer, qu'on doit assumer aussi politiquement son orientation, son idéologie. C'est une question qui, pour moi, en premier lieu, a créé chez moi une sorte de dilemme. Parce qu'en fait, je me suis dit, est-ce qu'on a le droit de critiquer quelqu'un pour sa vie privée? Et puis finalement, en réfléchissant, non, ce n'est pas une question de liberté individuelle. C'est une question qui va au-delà, parce qu'il s'agit d'une personne qui devrait donner de l'exemplarité à partir du moment où elle a fait un choix politique et qu'elle assume une responsabilité en faisant passer l'idéologie de son choix politique, que ce soit au Parlement ou dans des réunions, ou en cherchant à convaincre d'autres citoyens de rejoindre sa cause, parce que c'est une cause pour elle. Donc, à mon avis, non. Ce n'est pas une question qui doit être pensée en termes que liberté individuelle. C'est-à-dire que pour vous, cette affaire de la députée parlementaire du PJD doit nécessairement ouvrir un débat? Écoutez, il serait temps que ce débat s'ouvre, parce que cette position, comment je la comprends, et j'espère me tromper, des fois je me dis, j'espère que je me trompe, de penser qu'ils détiennent la vérité, la religion, etc. C'est pas vrai, parce que le fait de ne pas être comme elle ne signifie pas tout ce que le discours qui est le leur véhicule, déjà. Mais en même temps, je pense que le débat non seulement doit être ouvert, mais revenons à la question des libertés. Ils ont le droit de penser ou d'être dans cette idéologie, mais ne nous l'imposons pas aux autres. Ne disons pas que c'est
la vérité. Il y a beaucoup de tendances, il y a des idées. Et le Maroc est beau dans sa pluralité. Le Maroc est beau dans sa pluralité et sa diversité. Parce que le deuxième commentaire là-dessus, ensuite on passera à un autre sujet qui fait également l'actualité, c'est que vous avez écrit à l'égard et envers cette députée du Parti Justice et Développement, je cite, je lui souhaite, 1, la bienvenue, et 2, je lui demande aussi d'encourager ses copines à venir rejoindre. Oui, je l'ai écrit spontanément. C'est vraiment, j'ai écrit ça spontanément à partir du moment où elle se comporte comme nous, comme les femmes qui ne mettent pas de foulard. Bienvenue. Mais en même temps, je n'ai pas aimé cette phrase parce qu'elle m'a fait réaliser que nous étions une société qui commence à se couper en deux. Et ça, je n'ai pas aimé non plus. C'est un propos un peu qui mais divise c'est la aussi. vérité, c'est la réalité. Mais donc vous regrettez d'avoir écrit ça? Non, je ne regrette pas de l'avoir écrit. Je regrette cette réalité-là. Et vous avez écrit également que vous étiez prête à la rencontrer. Bien sûr. J'aimerais bien qu'elle m'explique comment elle peut, d'un côté, être au Maroc, dans le Parlement, avec un certain comportement, et ailleurs, à l'étranger, différente. Il n'y a pas de cohérence. C'est schizophrénique pour vous? Je n'irai pas jusqu'à utiliser des termes qui relèvent de la psychanalyse, mais je dirais tout bêtement et tout simplement, c'est un manque de cohérence et c'est pas un bon exemple pour le parti. Est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'elle doit être pas très bien psychologiquement actuellement? J'en sais rien. Perturbée. Moi, je la connais. Perturbée, je ne pense pas. Non, on n'ira pas jusque-là. Peut-être qu'elle est plus maligne que ça. Parce que ça reste une jeune... Plus maligne? Oui. Quand on a joué avec le feu, vous voulez dire? Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je ne la connais pas. Je ne peux pas penser pour elle. En tout cas, vous êtes disposé toujours à la rencontrer? Avec plaisir. Pouvoir échanger avec elle, faire sa connaissance? Avec plaisir, bien sûr. Ça serait très bien qu'on puisse... Et elle a tiré vers vous aussi Moi, je lui serais reconnaissante si cette affaire-là, qui apparemment la dérange beaucoup, et je comprends pourquoi elle la dérange. Dérange aussi le parti, son parti, évidemment, qui va se réunir ce week-end d'ailleurs. Si un jour ça permet d'ouvrir des rencontres et des débats sereins, et dans l'acceptation l'un de l'autre, etc., il n'y a pas de... Au contraire, bien sûr, on a besoin de ce type de débat au Maroc. Deuxième actualité, avant de passer à la question stratégique de l'eau et de son devenir, de sa gouvernance et tout ce que ça conditionne. Il y a le chantier de la réforme du système éducatif aussi qui est ouvert, présenté en conseil de gouvernement. Mais c'est lié, vous savez. Présenté en conseil des ministres. Tout est lié. Ouais. Tout est lié. On va en parler. Posez-moi vos questions. Deux parties. Il y a une réunion qui s'est tenue hier au Parlement, à la Chambre des représentants. Oui. C'est la commission enseignement qui s'est réunie. Justement pour la réforme du système éducatif et l'introduction des langues étrangères, comme ce qui avait été validé en conseil de gouvernement et validé en conseil des ministres, je le rappelle. Et puis il y a deux formations politiques, à savoir le Parti Justice et Développement et le Parti de l'Istiqlal, qui se sont montrés réfractaires, opposés à cette question d'intégration des langues étrangères à partir du collège. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Ce bras de fer idéologique sur l'introduction des langues étrangères dans le système éducatif public. Je voudrais revenir à ce débat sur la langue arabe. Moi, je suis une amoureuse de la langue arabe. La langue arabe est une très belle langue. Maintenant, si on pose cette question de la manière suivante, c'est-à-dire pour régler les défaillances de la langue arabe, on introduit le français et l'anglais, pour moi, c'est un faux débat. Parce que le problème, ce n'est pas la langue en elle-même, c'est la manière de l'enseigner, ce sont les contenus qu'on enseigne et c'est les méthodes pédagogiques. Et en plus, c'est comment on prépare les enseignants. Moi, j'exerce le métier de professeur universitaire. J'ai eu un diplôme, le diplôme requis, et le lendemain, je me retrouve devant un amphi d'étudiants sans avoir été préparée à être enseignante. Il y a une très grande différence entre avoir un diplôme dans une discipline quelconque et passer au stade d'enseignant, de formateur. Donc la question centrale pour moi, c'est celle-là, pour la langue arabe. À partir de là, évidemment que l'enseignement des langues étrangères, moi je ne comprends même pas pourquoi la question se pose.
pour ces personnes parce qu'elle devient indispensable. Indispensable dans la mesure où le Maroc, dans ses stratégies, ses programmes qui sont acceptés par ses partis, et va vers l'Afrique. L'Afrique, c'est le français. Développement économique, développement diplomatique. Mais l'économie est fondamentale de nos jours. On va vers l'Afrique. L'Afrique, c'est le français et l'anglais. 70% ou à peu près, environ 70% de nos relations économiques se font avec l'Europe. L'Europe, c'est l'anglais et le français. C'est le français, l'anglais et l'espagnol. Et l'espagnol va devenir pratiquement la deuxième langue au niveau mondial. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à quoi? À renfermer les Marocains dans quoi? J'ai envie de dire, l'argument qui a été avancé par le Parti Justice et Développement hier soir et par le Parti de l'Istiqlal aussi, c'est, attention, la loi, cette loi cadre, c'est une loi cadre en fait, voilà, doit refléter notre identité. Parce qu'on n'est pas canadien, on n'est pas français, on n'est pas américain, mais on est marocain. Qu'ils me définissent déjà notre identité. Notre identité marocaine, elle est quoi? Attention, c'est la langue arabe, mais ce n'est pas que la langue arabe. Mais est-ce que c'est l'anglais? Est-ce que c'est le français? Est-ce que c'est l'amazigh? Je suis désolée. Le chinois? C'est l'amazigh qui a été constitutionnalisé. Et qui est constitutionnel maintenant. Mais déjà. Et nous-mêmes, moi je vais prendre ma casquette de juriste. Toutes nos lois ont été élaborées quand? Sous le protectorat. On a une logique juridique qui est complètement basée sur l'approche juridique française. Je peux vous multiplier les exemples. Donc, le problème à poser pour moi, c'est le fait de parler des langues étrangères, etc., on tue le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on met dans les contenus de ce qu'on enseigne à nos enfants et à nos étudiants. À partir de là, si on règle cette question, je pense qu'on avancera beaucoup. Et parce que c'est ça l'objectif. Donc le bras de fer idéologique, en fait, tout ce qu'il peut y avoir d'idéologique dans ce débat-là. C'est une discussion idéologique. Et personnellement, je la refute. Je préfère poser la question des contenus, de la pédagogie, et de voir ce qu'on met et ce qu'on enseigne et comment on forme nos enfants et nos étudiants et quel savoir-être on leur transmet et comment l'éducation doit aller jusqu'à leur comportement, une éducation au sens large et au civisme aussi et à la citoyenneté. Le civisme et la citoyenneté en termes d'accessibilité, c'est au-delà des langues. Éventuellement, une éducation et une formation apolitique. Qu'on n'intègre pas les idéologies, dans ce qu'on apprend aux enfants. Il ne doit pas y avoir d'idéologie politique, partisane. On commence déjà, on leur laisse le temps d'apprendre ce qu'ils doivent apprendre, et puis ils feront leur choix quand ils auront l'âge de le faire. C'est ce que j'ai toujours appris, c'est comme ça qu'on a été éduqués pour notre génération. Vous êtes parfaitement bilingue, vous? Je suis trilingue. Et j'aime la langue arabe. Et je connais l'islam. Et je n'ai aucun problème culturel. Je suis adaptée, j'aime mon pays, je n'ai jamais voulu le quitter. Et je considère que le problème, il est dans les contenus et les méthodes pédagogiques. Donc, par rapport au personnel enseignant, il faut qu'il soit à la hauteur. Absolument. C'est quoi? C'est la capacité aussi de faire l'apprentissage à des enfants, à des étudiants avec passion, avec amour et respect, c'est ça en fait? De la langue étrangère. Si vous voulez, d'apprendre déjà aux enfants à réfléchir, à peut-être à déconstruire pour reconstruire, de leur apprendre le sens de la synthèse. Oui, ça veut dire que ça va à l'encontre d'une certaine idéologie, ça qui réfute tout ce qui est déconstruction, de représentation sociale. Justement, parce que si on a cette formation-là que vous visez, ça tue l'innovation. Je sais qu'il y a des idéologies ça politiques. Tue l'innovation. Et aujourd'hui, les économies sont basées sur le savoir et sur l'innovation. Qu'on ne se trompe pas. Donc si on continue à former des exécutants et du bachotage,
je pense qu'on est en train déjà de perdre la future guerre économique. Future guerre économique, est-ce qu'on est en train de... Je vais faire une petite transition, même si c'est difficile entre guerre économique, avec la guerre en matière de ressources hydriques. Oui. Parce que je rappelle que là, je vais de Houriat Aziz Sadek, qui est président de la coalition marocaine pour l'eau. Est-ce qu'il y a péril à la demeure? Je reviens juste à cette question d'éducation. Il y a une autre idée, l'enseignement en général. Il y a une autre idée qui me vient à l'esprit et sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait ce que j'ai pu dans ce domaine, c'est de légitimer les sciences humaines et sociales. On parle beaucoup de philosophie, mais il n'y a pas que la philosophie. Il y a le droit, il y a l'économie, il y a l'anthropologie, la sociologie, etc. Dans l'esprit de tout le monde, il y a une sorte de préférence, ou en tout cas de hiérarchisation, en mettant les disciplines scientifiques en tête de liste. Je pense que là aussi, il y a un travail à faire et à légitimer ces méthodes-là, parce que aujourd'hui, que ce soit dans l'économie, je vais prendre l'exemple de l'eau. En matière d'eau, on passe de la politique de l'offre à la politique des demandes. La politique des demandes fait appel à ce type de discipline. C'est l'équation économique, ça, offre et demande. Évidemment. Et donc là, ça complète ce que je disais tout à l'heure. Ça fait partie des débats qu'il faudrait avoir. Il faudrait peut-être légitimer davantage ces méthodes, ces disciplines, et évidemment les placer en complément des disciplines scientifiques, ou alors de créer davantage de masters, de lieux d'apprentissage de ces méthodes, de ces matières. Au niveau des matières scientifiques, c'est très important. Il y a beaucoup moins de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est nouveau ça chez nous? Non, c'est pas nouveau, c'est un concept très ancien, mais il faut le faire revenir. Il faut le faire revivre. On passe à l'eau. On passe à l'eau. L'eau, c'est que donc vous avez dit en plus, alors c'est intéressant parce qu'il y a plein de similitudes avec la dimension politique, gouvernance, avec la dimension économique, l'équation que vous avez déclinée, offre et demande. La situation, si je vous dis qu'on a l'impression, ou j'ai l'impression, que depuis 2 ans, l'eau revient en force en termes de problématiques, en termes d'enjeux, à la fois politique, à la fois économique, à la fois social et territorial aussi. Voilà. Est-ce que je suis dans le vrai, ou est-ce que la problématique de l'eau est bien antérieure, y compris dans la prise de conscience à la fois des décideurs et à la fois du monde de l'entreprise, du secteur privé et des citoyens? Moi, je vais vous dire, je vais vous surprendre. La question de l'eau est une question historiquement importante pour les Marocains, historiquement de tous les temps. Il y a des lectures qui le prouvent, il y a des documents, il y a des actes adulaires, il y a énormément de littérature qui prouve que les Marocains ont toujours compris la valeur de l'eau. Mais évidemment... l'eau comme un don du ciel, évidemment, voilà. C'est un peu dans ce qui l'inconscient change, collectif. Le changement, c'est au niveau des paradigmes et des concepts, et évidemment de l'évolution des besoins et des demandes sociales. Parce que la manière d'aborder la question de l'eau aujourd'hui n'est pas celle qui a été d'usage sous le protectorat, par exemple, ou avant le protectorat. Donc on ne va pas faire le récit historique. L'eau a toujours été centrale, en tout cas. Ah oui. Mais est-ce que c'est stratégique aujourd'hui? Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'enfin, on commence à accepter, on a accepté dans les années 80-90 que l'eau est un facteur de développement et une question éminemment économique. Aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes qui s'intéressent à la question de l'eau savaient déjà que la question de l'eau est une question politique et sociale. Mais si vous voulez, entre ceux qui s'intéressent ou qui le revendiquent et ceux qui sont actifs dans ce domaine et le discours politique, il y a eu un décalage de temps. Aujourd'hui, je pense que la question sociale est bien comprise également. C'est-à-dire question sociale dans le sens où l'eau peut générer des mouvements sociaux, de la contestation sociale. Oui, déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant ce qu'on appelait le printemps arabe, on va dire ça comme ça, de façon plus générale. Printemps arabe,
qu'est-ce que les gens revendiquaient? Le prix de l'eau, le travail, le logement. C'est ce qu'on appelle les droits économiques, culturels et sociaux. Et donc là, aujourd'hui, je pense que même dans le discours politique, il y a cette prise en considération. Ce n'est pas la prise de conscience, c'est vraiment la prise en considération de l'aspect social de la question de l'eau. Pour preuve, le dernier discours de Sa Majesté le Roi, du 30 juillet, il a beaucoup mis... Non, il a mis l'accent sur l'eau, mais avant de mettre l'accent sur l'eau, il a émis toute une série de principes et de démarches qui sont justement des fenêtres pour aller vers l'approche sociale. Et l'approche participative aussi au sens large. L'approche participative. Mais la question de l'eau aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui chez nous au Maroc, parce qu'il y a un enjeu mondial, d'ailleurs. Bien sûr. Voilà, mais un enjeu continental aussi, parce que l'Afrique est le continent, me semble-t-il, je pense qu'on a découvert, qui est le plus menacé par la désertification, par la difficulté d'accès. En fait, l'Afrique, il faut comprendre une chose. Il y a une différence au niveau des problèmes, il y a plusieurs séries de problèmes. Il y a de l'eau. Ce qui est en retard, c'est l'accès à l'eau. Et à l'eau potable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a de l'eau. Par contre, la mauvaise gouvernance fait que parfois, il y a, par exemple, le lac Tchad s'est rétréci de 10 fois. Et d'ailleurs, j'ai écouté un ministre nigérien dire que pour lui, le fait qu'il y ait eu rétrécissement du lac Tchad a eu comme impact Boko Haram, c'est-à-dire le terrorisme. Donc on va jusqu'au lien entre les questions de l'eau et le terrorisme aujourd'hui. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que la nature nous offre, comment on gère cette eau, et en même temps, ce qui est très important, parce que c'est la finalité, in fine, est-ce que les citoyens ont accès à cette eau, et de quelle eau s'agit-il? Est-ce que c'est de l'eau potable ou pas? Oui, justement, voilà, il y a aussi... Alors, l'autre problème qu'il y a en Afrique, c'est qu'il y a il y a plusieurs pays qui ont des eaux communes. Il y a une question de partage. Et là, j'arrive au problème suivant, qui est celui des conflits potentiels. Donc, quand il n'y a pas d'accord ou de commission qui règle en commun ces eaux transfrontières, eh bien, le risque de conflit est là. D'ailleurs, la CEDEAO a adopté une directive dans ce sens dernièrement. Au niveau du Maroc, est-ce qu'il y a pénurie d'eau? Aujourd'hui, on est en 2019. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous dites, vous, Houriat Tazi, c'est-à-dire qu'il y a pénurie d'eau ou pas? Sachant qu'on a 3000 km de côte, donc il y a de l'eau salée en tout cas un peu partout. Alors, au Maroc, écoutez, les informations sont là. On ne peut pas parler de la question de l'eau d'une manière généraliste. Il faut la contextualiser. Il y a des régions qui ont plus de chances que d'autres. D'avoir de l'eau? Mais oui. Et de l'eau potable? Parce Alors, qu'il y a de l'eau et de l'eau potable. Je parle de la ressource. Ouais. Donc, 3 bassins hydrographiques ont quelque chose comme les 2/3 de l'eau du pays. La deuxième chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que toute l'eau du Maroc vient du ciel pour le moment. C'est la pluie? C'est la pluie. Et donc, là où je veux en venir, c'est que le fait que notre eau vienne du ciel, on doit faire attention au changement climatique. Et je regrette infiniment, et je le dis depuis très longtemps, que cette eau de pluie ne soit pas recueillie. Parce qu'avant... Mais on a des barrages? Non, il n'y a pas que les barrages. En termes de retenue d'eau, quand l'eau... Non, les barrages est une chose. Le barrage est une chose. Il faut avoir des bassins de retenue? Partout. Partout, il devrait y avoir des bassins, parce que je regrette beaucoup. Dernièrement, il a beaucoup plu, et une pluie forte, que cette pluie aille dans n'importe où. Pour vous, le plus important, c'est de recueillir l'eau, de retraiter l'eau, les eaux usées pour les recycler? Ça, c'est autre chose. Recueillir déjà cette eau de pluie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à ne pas perdre une goutte d'eau. Pourquoi? Parce qu'on va manquer de gouttes d'eau dans les prochaines années? Non, parce que d'abord, très simplement, la population augmente.
Et la demande augmente. C'est ça qui est à l'origine d'ailleurs, c'est la pression démographique selon vous qui est à l'origine des Il tensions y a en matière de non, ressources il y a hydriques. il y a, Oui. il y a la démographie. Oui. Il y a aussi les modes de consommation et les modes de vie. L'urbain ne consomme L'urbanisation est à l'origine aussi bien, des tensions évidemment. aujourd'hui en matière de... Il y a Donc, aussi vous des savez- industries nouvelles qui sont consommatrices d'eau. Il y a le tourisme qui se développe et qui est consommateur d'eau. Et l'agriculture, la forte agriculture. L'agriculture consomme énormément d'eau. Donc, il y a plus... C'est-à-dire, je revendique une approche contextualisée qui permette de comprendre ce que déjà la nature offre, les besoins, et ensuite offrir la solution. C'est ça un peu. Mais la solution aujourd'hui, quand vous dites, bon déjà, la pression démographique, c'est une donnée, j'allais dire, structurelle. Absolument. On ne peut rien y faire, on est bien d'accord. On ne peut rien y faire. Bon, ça c'est un autre débat. Enfin, on peut mieux l'orienter, on peut mieux l'appréhender, on est bien d'accord. Mais je veux Il dire, y a aussi comment l'espace est occupé. C'est-à-dire la plupart où vivent les Marocains. Mais ils sont mobiles aussi, il y a de Casablanca, plus en plus de mobilité, il y a une nouvelle politique d'aménagement des territoires avec développement régional. Oui, j'espère. Oui. C'est pour ça qu'il faudrait que cette territorialisation de la politique soit véritablement une question fondamentale, parce qu'on oublie toujours qu'il y a des demandes en ressources naturelles, etc. Est-ce qu'il faut déplacer ces ressources sur 400 km à chaque fois? Des pays le font, des pays Oui, ont construit des ponts, des viaducs pour transporter l'eau. Bien sûr, mais on peut aussi faire mieux avec moins, c'est-à-dire développer les régions, faire en sorte que les personnes soient retenues dans leur région. On n'empêchera personne de bouger. C'est pas uniquement de l'urbanisation, c'est-à-dire une région où il y a de l'eau, etc. Elle va attirer plus de monde. Maintenant, il y a des solutions et le Maroc, franchement, de ce côté-là, n'hésite pas à aller vers des solutions nouvelles, comme le dessalement de l'eau de mer. Il y a déjà des stations, des unités. Il y en a plusieurs dans le sud. Par exemple, les provinces du sud, il ne pleut pratiquement pas. Donc, c'est la solution qui a été adoptée. Et on n'a pas le choix. C'est aujourd'hui. pas nécessaire parce que je rappelle que ça coûte cher aussi. Oui, ça coûte très cher. Mais quand vous n'avez pas le choix, maintenant, dans des régions où il pleut beaucoup, il faut économiser, c'est tout. Mais il faut aussi la stocker. Ça se fait même au niveau des domiciles, ça peut se faire. Moi, je me rappelle, j'ai voulu faire ça chez moi, et les architectes m'ont dit non, on ne fait pas ça, non, on ne veut pas le faire. C'est-à-dire le recyclage, c'est... Non, vous retenez cette eau, ne serait-ce que dans toutes ces maisons qui ont des jardins, etc., c'est de l'économie de l'eau. Et dans les zones immeubles? Alors, vous savez que j'ai vu quelque chose d'extraordinaire à Tokyo, tour par tour. Ils ont un système de retraitement et l'eau remonte. De manière instantanée. On ne perd pas une goutte d'eau. Bon, on n'en est pas encore là, mais je pense qu'on a intérêt à être très vigilant. Quand vous dites qu'il y a intérêt, est-ce qu'il y a une vraie menace de pénurie d'eau dans l'horizon 2025, 2030, 2040, 2050? Oui, il y a une menace. Il y a une menace du fait de tout ce que je viens de vous dire et du risque du changement climatique. C'est pour ça que j'ai attiré votre attention sur le fait que toute notre eau vienne du ciel. Donc nous serons impactés par les changements climatiques. Là-dessus, mais Julie, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'on fait là-dessus en matière de gouvernance, pour appeler à l'optimisation, à la rationalisation de l'eau? Alors, la gouvernance... Est-ce que c'est le gouvernement? Alors déjà, on se met d'accord sur le sens de la gouvernance. Déjà, il faut se mettre d'accord sur la gouvernance, ce n'est pas la gestion. Dans le concept de gouvernance... C'est l'action. Non, dans le concept de gouvernance, la gouvernance est définie. Moi, je vais reprendre une des définitions acceptées, par exemple celle du PNUD, qui précise bien que pour qu'il y ait gouvernance, il faut qu'il y ait cadre légal, éthique, participation, prise en compte des intérêts de tout le monde, y compris des plus pauvres, transparence, rendre compte. Voilà les principes qui constituent la gouvernance. Est-ce qu'on y répond, nous? Pas toujours, parfois, mais pas toujours. Donc on utilise le mot gouvernance à droite et à gauche, mais il faudrait qu'on comprenne ce que suppose
ce concept de gouvernance. Comment on est organisé? Quelle est l'architecture Alors, en j'y matière de arrive. gouvernance chez nous? Ces questions d'eau, peut-être, paraissent faciles pour tout le monde. Mais je suis désolée. Ce qui est logique, Non, non? Parce que non, quand on est à la maison, on ouvre le robinet, on a de l'eau assez facilement. C'est une question extrêmement complexe et qui demande des compétences. Les élus, les communes ont des compétences importantes. C'est prévu dans la charte communale. Dans la charte communale en matière d'environnement, de gestion. C'est la commune qui choisit le mode de gestion de la question de l'eau. Mais quand les élus ne connaissent pas cette question, est-ce qu'ils font appel à l'expertise? Vous pouvez répondre en même temps, non, ils ne font pas appel? Je n'en sais rien. Il y a peut-être des communes qui le font, oui. Mais la commune rurale, dans le rural, avec le peu de moyens que ces communes ont. Alors, heureusement, il y a si vous voulez, des structures qui peuvent pallier, mais n'empêche qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui que ce sont des domaines qui nécessitent de l'expertise et de la compétence. Parce que quand je vous écoute, je me dis on a la même problématique à la fois sur l'eau et à la fois sur le traitement des déchets aussi. Des déchets ménagers. Absolument. Voilà, parce que les deux, en plus, ce qui converge, c'est la protection de l'environnement et les questions environnementales. Ce scandale qu'il y avait eu autour de ce bateau, etc., si les gens comprenaient réellement la question des déchets, on n'aurait jamais eu ce scandale. Vous comprenez? Mais bon, il y avait toute une logique aussi économique derrière. Évidemment. Libérale. Évidemment. Mais simplement, ce plan national, alors on estime, je vais peut-être croiser avec vous ce chiffre-là, au besoin en termes de financement. On peut continuer sur la gouvernance. Oui. Alors, la gouvernance, il s'est passé... Je vais vous demander du coup pourquoi Sharafat Affile, maintenant que Sharafat Affile est partie, est-ce qu'elle a été remplacée ou pas? Non, le problème, c'est pas elle. Secrétariat d'État. C'est pas elle, mais je la salue par la même occasion parce que c'est une personne que j'ai appréciée. La question, elle est institutionnelle. C'est-à-dire que l'évolution positive qu'il y a eu dans le domaine de l'eau, c'est qu'on est passé justement de cette approche technique et techniciste à une approche qui tienne compte des aspects sociaux, etc. Le fait, et donc même dans les dénominations des ministères qui ont suivi le ministère de l'équipement, qui était en charge de l'eau dans les années 90, par exemple, et qui de bonne foi faisait un travail de bonne foi, mais qui a montré ses limites, eh bien, aujourd'hui, on revient à cette, si vous voulez, à cette organisation, et l'eau est noyée dans le ministère de l'Équipement, qui fait beaucoup d'autres choses, alors que le débat national qu'il y avait eu sur l'aménagement du territoire dans les années 90, enfin fin 90, avait montré l'importance de créer un ministère spécifique pour la question. Voilà. La question. Et ce n'est pas que le débat national. Il y avait eu même un travail auquel d'ailleurs j'ai participé, qui avait été fait par l'Union européenne, qui a montré l'importance, et ça a été une tendance au niveau international, de créer des ministères qui prennent en considération, ou des comités, ou de lier l'eau à l'agriculture, etc. Eh bien, là, je pense que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, qui m'inquiète. Qui vous interpelle. On dit que, enfin, j'ai lu un petit peu partout, il faudrait entre 250 et 300 milliards de dirhams pour financer le plan national, justement, en matière d'eau, de ressources hydriques, de protection, d'accessibilité. Vous confirmez ce chiffre-là ? Avec un plan 2030, horizon 2030. Vous savez, je vais profiter de ce que vous venez de me dire pour poser une autre question par rapport à cette thématique. C'est que depuis que je travaille sur la question de l'eau, et ça fait un moment, ça fait des décennies. Vous avez même fait un doctorat, vous, sur la question de l'eau? Oui, mon doctorat sur la question du droit de l'eau. Donc, j'entends et je lis partout, le Maroc dispose de... On a les mêmes chiffres depuis 30 ans. Donc, il serait temps aussi d'actualiser... Sauf qu'on consomme de plus d'eau aujourd'hui qu'il y a 30 ans. C'est pas en termes de disponibilité.
Alors, il serait peut-être aussi temps, parce que quand même, pour avancer et mettre en place une stratégie, il faut disposer de la bonne connaissance. C'est un prérequis indispensable. Donc là aussi, il faudrait peut-être repenser, réfléchir sur une méthode d'actualisation, mais en continu, et d'observation en continu de ce dont on dispose. Et sur le partenariat, parce que je me dis de toute façon le financement qu'il faille 100, 150, 200 ou 300 milliards de dirhams, il faudra trouver des mécanismes de financement. Vous faites un business plan en fonction de quoi? Classique, mais vous le faites en fonction de quoi? Des besoins chiffrés de données efficientes. Absolument. Simplement, je me dis, est-ce que là, nécessairement, ça passera par le partenariat public-privé? Parce que l'État ne pourra pas financer seul. Oui. Même s'il est en train de collecter de l'impôt, peut-être chez les avocats aussi, les topographes, les professions libérales. Et le manque à gagner par les mauvaises politiques, etc. Ouais. Donc je me dis, il faudra payer, il faudra passer à la caisse. L'État ne pourra pas payer seul. Oui. Parce qu'on va pas continuer à s'endetter pour s'endetter. Déjà, il ne paye pas seul. Est-ce que la logique partenariat public-privé, c'est la logique aujourd'hui, en fait, c'est la solution clairement pour pouvoir financer des projets d'infrastructure, pour favoriser l'accessibilité à nous? Il ne faut pas qu'on réduise la participation du privé uniquement aux investissements. Il y a les investissements, il y a aussi l'expertise, le savoir-faire. Et puis, qu'on ne le veuille pas, en tout cas au Maroc, la recherche sur ces questions-là, c'est quoi? Est-ce qu'on a de l'invention? Est-ce qu'on a de l'innovation? C'est le privé qui le fait actuellement. Et franchement, il y a eu des réalisations faites par le secteur privé qui sont importantes et intéressantes à relever. D'ailleurs, dans le cadre de la COALMA, oui. Là aussi, on est d'accord sur on parle de quel privé, hein. On en a parlé au début de notre conversation. Donc, une fois qu'on a dit ça, COALMA, on a décidé... Vous parlez de la coalition marocaine pour l'eau. On a décidé, et on le fait, de montrer l'expertise marocaine de nos membres. Et franchement, on en apprend tous les jours. Il y a des entreprises du secteur privé qui sont membres de la coalition marocaine pour l'eau. Oui. Alors, la particularité de COALMA, c'est qu'elle rassemble l'ensemble, elle fédère l'ensemble des acteurs. Ministères, publics, opérateurs publics et privés, entreprises, associations et universités. Et je pense qu'aujourd'hui, la solution est là. C'est-à-dire qu'il faut arriver à des solutions concertées, partagées. Co-réflexion, co-action, co-financement. Partagées et essayer d'éviter de cette façon-là, c'est-à-dire quand on se met tous autour de la table, les redondances. Et essayer de partager l'information parce que aucun acteur ne possède l'ensemble de l'information. Et d'ailleurs, dans le discours de Sa Majesté du 30 juillet, il l'a dit. Il a dit qu'il ne faut plus travailler de manière isolée. Chacun dans son coin. Eh bien, voilà. Eh bien, je pense que COALMA. Alors, par contre, je voudrais lancer un appel. Oui. Et regretter, j'ai lancé cet appel plusieurs fois, c'est qu'il y a une commission interministérielle qui a été mise en place, qui est présidée par le chef du gouvernement. Eh bien, on ne peut plus... En charge de l'eau ? Oui, on ne peut plus, en 2019, littérature pour preuve, action, l'échange d'expériences, gérer à partir du haut. Et on a lancé un appel pour offrir notre participation dans cette commission. Je le refais parce que là, on revient au discours de Sa Majesté. Non, on revient au discours de Sa Majesté, le roi du 30 juillet, l'approche participative. Là, il y a une plateforme qui rassemble l'ensemble des acteurs, mais c'est un cadeau. Dans d'autres pays, ils seraient venus nous chercher. Le chef de gouvernement n'a jamais pris contact avec vous et avec des membres de la coalition marocaine pour l'eau ? Jamais, en tant que coalition, non. Donc là, je relance cet appel, il faudrait qu'on apprenne à travailler en intégrant les acteurs et surtout les acteurs du terrain. Pour moi, le privé est un acteur du terrain aujourd'hui. Les opérateurs publics et privés sont des acteurs du terrain. Et les associations. Et les associations ont un savoir-faire que personne ne possède. Et on n'a pas encore de lieu d'enseignement pour apprendre
à être une association. Parce qu'il y a une dimension éducative aussi. Il y a une dimension éducative. Et donc là, je pense que cette commission mériterait à s'ouvrir sur le reste. En tout cas, l'appel a été lancé. Merci. J'espère que vous serez entendu. Merci. Merci à vous en tout cas, Houria Tazi. Sadek, je rappelle que vous êtes avocate. Oui. La DGI, vous n'avez pas de souci particulier, vous? Parce qu'on dit Pardon? que les avocats sont sous les radars de la Direction Générale des Impôts. Je suis légaliste, je fais ma déclaration chaque année, j'ai une fiduciaire, pas de souci. Pas de souci particulier. Tranquille. Donc ça, c'est l'avocate. Et je rappelle que vous êtes président de la coalition marocaine pour l'eau. Oui. Et je pourrais y ajouter aussi que vous êtes membre du CNDH sur Oui. la question des droits de l'homme. Oui. Je ne sais pas si Amina va me garder ou pas. Pourquoi? Eh bien, parce que quand le président change, ils peuvent repenser le membership. D'accord. Mais par contre, vous avez voulez lancer oublié de me un appel féliciter pour une chose. Si, j'allais le faire, mais vous Oui. voulez lancer un appel à Mina Boyesh, la nouvelle Non, présidente du CNDH, non. pour lui dire On a fait, j'ai envie de continuer à non, c'est- travailler non, pour la région de Casablanca. De toute façon, je travaille beaucoup sur le droit à l'eau, c'est ma manière de contribuer. Par contre, avec Amina, on avait fait ensemble la commission préparatoire de l'OMDH. Nous étions membres de cette commission toutes Donc les vous allez deux. continuer à travailler Ça ensemble. fait une baille. En tout cas, donc, merci une fois de plus. Donc, à vous, Houria Tazi, avocate, présidente de la Commission marocaine pour l'eau. Et c'est, quand vous avez dit, en fin 2018, vous avez eu une belle distinction. Oui, Vous avez été élu au Conseil mondial oui. de l'eau. Voilà. Donc, Non, mais- donc, félicitations à vous, avec un peu de retard peut-être, mais Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. comme on mais dit. c'était toujours bon à entendre. On est très fiers de ça. J'étais candidate avec. On était en binôme, un homme, une Ahmed femme, Fikrat, avec ouais. Sifi Fikrat, Ah, c'est que beau, je ça. salue. Ouais. Et on a été classé 2e mondial, avec 257 voix sur 300. C'est important, vous étiez sur le podium, comme on dit. Ce qui compte, c'est d'être sur Oui, le podium. on était sur le podium, Et de gagner. médaille d'argent. Merci. En tout cas, félicitations une fois de plus. Merci beaucoup. Houria Tazi Sadek, et merci à vous d'avoir accepté notre Merci à invitation. vous de m'avoir Et une invité. fois de plus, bonne et heureuse année 2019. Merci également. Et belle journée à vous. Merci.